Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler d'un projet de recherche sur lequel je travaille depuis maintenant 2 ans. C'est la première présentation que je fais de ce projet-là. Donc, si éventuellement il y avait des petits ajustements à faire, gênez-vous pas pour me faire des commentaires. Donc, le plan de la présentation est plutôt simple. Je vous présente quelques éléments de contexte, le but et les objectifs de la recherche, la méthodologie, les principaux résultats. Et nous aurons par la suite une discussion avec M. Fournier et avec tous les participants. Comme je vous disais, c'est un projet, c'est moi qui vous présente aujourd'hui, mais c'est un projet plus large, qui avait toute une équipe de chercheurs impliqués dans le partenariat RIMA, dont les noms sont ici, et c'est un projet qui a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, quelques éléments de contexte, si pour ceux qui se souviennent du début des années 80, on était dans une période de récession, remise en question de l'État-providence, première mesure d'austérité telle qu'on le définit maintenant de type néolibéral, et une croissance de ce qu'on s'est mis à appeler des problèmes complexes. Donc, des problèmes pour lesquels il n'y a pas qu'une solution ou un partenaire qui peut résoudre le problème. Et on a vu l'émergence de ce que certains appellent l'État partenaire, ou qui, dans le cas de notre projet, a été plutôt appelé comme un système de protection sociale, c'est-à-dire un système qui est organisé en réseau. Et quand on parle de réseau, on fait référence à des mécanismes de concertation, de partenariat, d'action intersectorielle. Donc, les réseaux définis de façon assez large et qui sont organisés vers l'autonomisation des personnes. On va dire aussi l'empowerment des personnes, des communautés, et la mobilisation des acteurs locaux, à la fois des services publics, privés et du tiers secteur. Quand on parle du tiers secteur, on pense entre autres aux organismes communautaires, mais on va penser aussi aux groupes citoyens ou aux groupes bénévoles. Et pour plusieurs, en tout cas du moins dans la littérature, on considère que cette forme de travail-là présente un avantage collaboratif, parce que la collaboration peut générer des retombées qu'on ne retrouve pas quand les organismes travaillent soit par eux-mêmes, soit en silo. Hein. Souvent, on va dire que, bon, ils travaillent tout seuls dans son monde, puis il n'y a pas de lien avec d'autres acteurs locaux. Mais cet avantage collaboratif-là n'est pas fait par lui-même. Ça prend un certain nombre d'éléments pour générer cet avantage-là. Et les réformes institutionnelles qu'on a encore une fois définies assez largement. On parle de plans d'action, de lois, d'orientation, etc. Ils vont venir influencer ces transformations-là, la permanence des ressources, entre autres choses, les ressources humaines, mais surtout les ressources financières qui sont associées à ces mécanismes de collaboration-là. Donc, depuis les années 80, au Québec, on tient un discours qui est très positif par rapport à ce travail en réseau-là. Mais dans les faits, les réseaux locaux, ce que dans le cadre du projet, on a appelé les réseaux locaux d'action, RLA par leur petit nom, sont assez instables, pas tellement financés, puis peu durables. Ah, souvent, on va parler, mettons, d'une table de concertation. Il y en a dans tous les quartiers, différentes tables de concertation sur différentes problématiques. Quand on les analyse, il y en a qui sont très actives, il y en a d'autres qui sont là un peu par principe, qui me disent, bon, on se rencontre une fois par année, une fois ou deux, ou une fois ou deux par année. Donc, c'est très, très variable. Et au cours des années, les transformations institutionnelles, comme je le disais tantôt, vont venir agir sur ces réseaux-là et sur leur capacité à répondre aux besoins de la population qui desservent, à transformer des situations problématiques en projets, en actions qui vont être positives pour les milieux. Et depuis 2014, et là, je vous remets en contexte, hein, ce projet-là, on a commencé à le travailler en 2015, on a obtenu le financement en 2016. Donc, la dernière année préélectorale n'est pas trop prise en considération ici. Mais au moment qu'on a commencé à travailler sur le projet, on parlait beaucoup de mesures d'austérité du gouvernement libéral et tous les changements qu'il y a eu à partir de l'élection du gouvernement libéral à l'automne 2014.
Donc, beaucoup de craintes de la part des acteurs locaux des retombées de ces mesures-là. Donc, c'était dans ce contexte-là que le projet de recherche a été défini. Il cherchait à répondre à des préoccupations qu'on avait de mieux comprendre comment intervenir sur les problèmes complexes et comment on le fait en réseau. Parce que quand on regarde ce qui aide à résoudre les problèmes complexes, et encore là, je ne suis pas sûre qu'on en a résolu totalement beaucoup, là. Mais en tout cas, une des pratiques, c'est vraiment le travail en réseau, l'action intersectorielle, entre autres choses. Donc, on voulait comprendre cette dynamique-là. On voulait documenter comment les réseaux locaux d'action se structurent, donc qui participe, comment ils travaillent ensemble. On voulait voir comment les transformations institutionnelles les affectaient. Et là, on a regardé ça en 2 temps. Parce qu'on avait l'impression, l'équipe de chercheurs, qu'il y avait eu des gros changements suite à la création des C3S, 2003-2004, et ensuite, comme je vous disais, à l'élection du gouvernement Couillard. Donc, on voulait voir en 2 temps ces changements-là. On voulait appréhender aussi comment les acteurs qui étaient présents dans les réseaux locaux allaient dealer avec ces changements-là, hein, comment ils allaient s'adapter. Et on voulait voir s'il y avait un potentiel innovant de ce processus d'adaptation-là. C'est plutôt ambitieux pour un projet de 2 ans, mais l'idée, c'était de s'inscrire dans une réflexion plus large parce que le financement qu'on a obtenu, c'est un financement un peu plus gros projet. Donc, on avait de l'ambition, mais qu'on veut poursuivre avec la fin de ce financement-là qui arrive à l'automne. Donc, je vous glisse un mot sur la méthodologie. Geneviève m'a bien averti, parle-en pas trop, ça énerve tout le monde. Mais c'est quand même important que je vous en parle parce que la méthodologie qu'on a choisie, et là, je me lance peut-être un peu de fleurs à mon équipe et à moi, était quand même innovante. Elle était intéressante dans le sens qu'on fait beaucoup d'études de cas, on documente beaucoup de situations en recherche, puis souvent, bien, un coup qu'on les a documentées, ça reste un peu sur une tablette. Hein, si on est plus dans des études quantitatives où on a des chiffres, on retourne dans les bases de données, puis tout ça. Mais on ne fait pas même ça en qualitatif. Fait que nous, on a voulu, d'une part, évidemment, faire une revue de littérature comme on fait toujours, cibler les transformations qu'on trouvait les plus pertinentes, mais faire une analyse secondaire des données qui avaient été collectées dans d'autres études de cas par des chercheurs qui faisaient partie de l'équipe. Donc, on est retourné dans leur base de données et on a posé des nouvelles questions à cette base-là qui consistait en 56 entrevues et qui étaient en lien avec des réseaux locaux dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé mentale et du vieillissement en santé. Par la suite, ce qu'on voulait faire, et c'est ce qu'on a fait, on est retourné voir ces mêmes réseaux-là, donc ces tables ou comités de concertation-là. Après avoir fait l'analyse secondaire, on est retourné les voir pour comprendre, bien, depuis 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, parce que les premières études de cas se terminaient autour de ça, là, 2012 à 2014, dépendamment des milieux. Les entrevues avaient été faites pas mal entre 2010 puis 2014. Donc, on est retourné les voir pour comprendre qu'est-ce qui avait changé. Et là, on est à l'étape d'élargir un peu, de faire un scan pour voir s'il y a d'autres milieux qui seraient intéressants à analyser de cette façon-là. C'est mon travail de l'été. Donc, vous avez un aperçu des vacances possibles. Et on a fait, avec l'ensemble des données, une analyse de contenu thématique de tout le corpus de données. Donc, en ce qui a trait à l'analyse de données secondaires, on a pu dégager 13 thèmes qui, vous ne serez pas tellement surpris par les 13 thèmes, considérant que, bon, santé mentale, vieillissement en santé et sécurité alimentaire, évidemment, c'est des domaines qui sont très près, même si ce n'est pas des problèmes de santé en tant que tels, très près du réseau de la santé. Donc, ont été largement influencés par la réforme de la santé. On n'a pas juste regardé ces transformations-là, hein, pas juste la création des C3S et des 6 CIUS. On a regardé, nous, toutes les politiques et plans d'action qui pouvaient avoir de l'effet. Mais vous comprenez que, vu le domaine, ce qui ressortait comme important, c'était vraiment ce qui avait trait à la création des C3S et des 6 CIUS. Donc,
Vous êtes prêts pour les résultats? Oui? OK. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on est surtout dans de l'offre de services. Hein? Suite à la création des C3S, on a mobilisé beaucoup les différents partenaires, beaucoup communautaires, pas seulement communautaires par contre, mais entre autres communautaires, pour réfléchir à l'offre de services, en premier lieu dans le domaine de la santé et dans un second temps en services sociaux. Donc, c'était beaucoup l'objet de ce réseautage-là. Et on se rend compte que le travail intersectoriel, de la façon qui a été fait, a amené les différents partenaires à élargir leurs perspectives, donc à travailler un petit peu moins en silo et aborder davantage de problématiques sous un angle plus croisé entre partenaires. Et il y a 3 notions de la création des C3S qui a été déterminante. Il y a la responsabilité populationnelle, qui a été introduite à ce moment-là, qui, elle, est venue vraiment amener les organisations à mieux comprendre l'ensemble des besoins de la population du territoire qui était desservi. Si auparavant, on regardait surtout les usagers, là, on avait une vision beaucoup plus large sur l'ensemble des problématiques et des besoins dans un milieu. Et on en était vers la fin des années 2010, vers la fin de cette décennie-là, à réfléchir plus aux déterminants sociaux de la santé. Donc, c'était en construction. On commençait à peine, quand il y a eu la réforme et la création des CIS et des CIUS, à passer d'une réflexion qui était plus sur comment on offre des services de santé à comment on agit sur les déterminants sociaux. La notion aussi de réseaux locaux de services a été structurante, particulièrement pour les acteurs de la santé, parce qu'ils sont venus créer des espaces de parole dans les communautés où les organisations, peu importe lesquelles elles étaient, arrivaient à, en tout cas, devaient nommer des manques puis des difficultés au travail en réseau. Donc, ce sujet-là était abordé à travers différents comités, entre autres dans les projets cliniques. Les projets cliniques qui ont été beaucoup là au début là, de la création des C3S, ils ont été perçus par les différents acteurs qui étaient impliqués comme des mécanismes de structuration de partenariat. Donc, ils mettaient la table pour créer des liens entre les différents partenaires pour combler les manques de services et les difficultés, encore une fois. Jusque-là, c'est bon? Ça ressemble un peu à ce que vous avez pu percevoir, possiblement? Oui. Je vais prendre ça pour un oui, comme je ne vous vois pas beaucoup. Je vois des têtes quand même qui hochent. Donc, on en est venu, à travers ce travail-là, à mettre en place différentes ententes de services qui sont venues baliser des mécanismes de collaboration entre les organisations, surtout entre les organisations du réseau de santé public, pas de la santé publique, mais du réseau public de santé et des organismes communautaires. Je ne vous cacherai pas que les personnes qu'on a rencontrées considèrent que c'était surtout à l'avantage du réseau que ces mécanismes-là ont été mis en place. Par contre, le réseau, lui, le réseau de la santé, donc les C3S, étaient perçus comme des acteurs essentiels de l'offre de services locales et beaucoup comme des leaders de toutes ces démarches-là. Des leaders qui étaient incontournables, c'est les mots qui étaient utilisés, tandis que les organismes communautaires étaient associés à la notion de proximité, donc d'offre de services de proximité, que ce soit dans leur façon de travailler localement ou auprès de la population avec laquelle ils interviennent. Donc, on s'attend à ce que ce soit les organismes communautaires qui vont faire la promotion de la participation des personnes à travers les différents mécanismes qui sont mis en place. Les mécanismes de référence, qui sont un des mécanismes de collaboration qui ont été définis, avaient à être élaborés en fonction des besoins des personnes. Donc, souvent, ce qu'on cherchait à faire, c'est avoir des organismes communautaires, comme je vous le disais, qui sont associés à la proximité des personnes avec lesquelles ils travaillaient et cherchent à, dans le fond, faire entrer, si on peut dire, leurs usagers dans les services publics. Donc, on va avoir des mécanismes de référence pour faciliter ça.
Hein? Puis on a mis en place un certain nombre de guichets d'accès, entre autres pour faciliter, avec des corridors spécifiques pour certains organismes dans certains milieux. Ce n'était pas le cas partout, mais dans les milieux qu'on a interviewés, c'était souvent le cas. Et on voyait ça, ces mécanismes de référence-là, comme une forme de complémentarité. C'est-à-dire que quand les organismes interviennent auprès des personnes, dans le fond, cherchent à faire le plus de travail qu'ils peuvent. Et la référence vers le réseau public est vue comme, tu sais, je te passe le bâton, je ne me souviens plus du terme, excusez-moi, pour répondre à des besoins que les organismes eux-mêmes ne sont pas capables de répondre. Donc, des besoins beaucoup plus spécialisés. Et ça suppose ça, à travers les mécanismes de référence, un certain nombre d'échanges d'informations qu'on a encore là dû baliser à l'intérieur des tables de concertation. Donc, ce travail en réseau-là a permis de bonifier l'offre de services des organisations partenaires, à la fois des organismes communautaires, beaucoup aussi du réseau public. Principalement, comme je vous le disais, ça a été fait beaucoup à l'avantage du réseau. Et de tisser des liens dans le milieu. Donc, une certaine forme de capital communautaire qui se crée également à travers ça. Donc, les mécanismes de concertation étaient perçus au moment que les entrevues ont été faites. Hein, parce que je vous le disais tantôt, ça a été fait en 2010-2014. Il y a eu un temps, il y a eu plusieurs années entre la création des C3S et le moment que la collecte de données a été faite. Donc, il faut prendre ça en considération quand on voit les données qu'on a. Donc, bref, la concertation a amené les organisations, en général, à mieux comprendre la réalité des populations auprès lesquelles ils intervenaient, puis à ajuster l'offre de services collectifs en conséquence. Et ça a demandé une adaptation quasi perpétuelle, parce qu'évidemment, travailler ensemble, bien, ça suppose de changer des façons de faire et de s'adapter. Et là vient un autre changement et on s'adapte continuellement. Et on doit s'adapter, oui, aux besoins aussi de la population qui sont changeants, mais aussi aux exigences, excusez-moi, des différents bailleurs de fonds. Et finalement, à cette période-là, il y avait aussi la stratégie de soutien au développement des communautés qui était assez présente dans les C3S et qui était travaillée dans certains milieux en collaboration avec les organismes communautaires. On avait des C3S qui étaient en train d'écrire des politiques de soutien au développement des communautés, entre autres choses. Donc, cette collaboration-là était là et le développement des communautés était vu comme une façon aussi de nourrir les concertations parce que pour le réseau public, c'était une façon de concrétiser le fait d'être présent dans les milieux et de l'animer, entre autres par le travail des organisateurs communautaires. Donc, c'était le résultat qui était quand même assez positif hein, de la réforme, de la création des C3S. Puis quand je dis ça, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure. Il y a des années qui ont passé. On a eu le temps de s'ajuster. Et là, on travaillait, en tout cas selon les acteurs qui ont été rencontrés, relativement bien ensemble. On était en train de passer à d'autres choses. Et là est arrivée la création des CIS et des CIUS. Et ce que les gens nous disent, c'est que c'est l'état de choc. Vraiment, bon, on s'y attend un petit peu, hein, dépendamment des observateurs, on pouvait s'y attendre. D'autres s'y attendaient pas du tout. Mais ça a été un choc parce que avec la création des CIS et des CIUS, dans le fond, on assiste vraiment à une centralisation de l'offre de services, mais surtout de la prise de décision, qui a amené une homogénéisation des services. Donc, le fait d'offrir sur l'ensemble d'une région, parce que là, bon, ici, on est à Montréal, on a 5 CIUS, mais dans la plupart des milieux, tu sais, on a un CIS, et là, on cherche à égaliser, avoir une offre de services qui est relativement égale un peu partout. Tout ça associé à un manque de connaissance des différentes réalités locales par les décideurs qui sont centralisés. Et comme je disais, je crois que cette situation-là, elle est présente à Montréal, mais c'est particulièrement important en région. Ça a eu beaucoup plus d'impact en région. Et le respect des réalités locales, mais les milieux locaux ne le sentent pas.
Ils ne se sentent pas entendus ni respectés dans ce qu'ils sont avec les différentes problématiques de ces milieux-là. Et on ne voit plus le réseau de la santé, ou très peu, à part par le biais de l'organisation communautaire, dans les mécanismes de concertation, et on voit surtout beaucoup moins les décideurs. Et ça, c'est important parce que le leadership n'est pas du tout le même dans ce cas-là. Et parallèlement à ça, déjà 5 minutes. Parallèlement à ça, ce que les organismes communautaires nous disent, c'est que les demandes sont en augmentation, hein, avec le resserrement puis les coupures dans certains endroits du réseau public. Les demandes dans le milieu communautaire sont de plus en plus présentes. Les interventions sont de plus en plus complexes. Et un aspect que tous les milieux nous ont parlé, même si ce n'était pas le domaine de la concertation, c'est le vieillissement de la population et de ses effets sur les milieux. Et donc, les organismes qui nous rapportent, c'est qu'ils sont en train un peu de gestionnariser leurs pratiques. Ils sentent les effets de la nouvelle gestion publique qui n'est plus si nouvelle, mais bon, c'est le terme qui est utilisé dans les milieux, et surtout la reddition de comptes qui est particulièrement importante. Mais aussi une vision beaucoup plus biomédicale des interventions. Donc, on le sent dans les réseaux et ça a une influence sur la manière que les organismes communautaires doivent se positionner. Et là, on en vient même avec des pratiques qui sont à limite d'exclusion parce qu'on a des listes d'attente, parce qu'on doit orienter ces pratiques en fonction des bailleurs de fonds ou de la reddition de comptes. Donc, on va demander aux usagers, par exemple, d'appeler eux-mêmes pour demander les services. Dans certains cas, ça exclut plusieurs personnes. On va refuser des services dans les organismes communautaires, entre autres en santé mentale, si les gens ne prennent pas la médication qui est prescrite, etc. On voit de plus en plus ces pratiques-là. Et, excusez-moi, je me suis perdue en passant d'une page à l'autre. Mais bref, la centralisation, ce qu'elle a eu pour effet, c'est de s'éloigner de cette réalité-là et de pouvoir prendre des décisions qui ne répondent pas nécessairement aux besoins des milieux locaux. Okay? Et ça, c'est venu amplifier des problématiques qu'on avait dans les milieux. Je vous donne un exemple. Dans Chaudière-Appalaches, on concède que c'est un très, très grand territoire, Chaudière-Appalaches. Donc, on a un CLSC, dans le fond, une installation qui est dans un bout du territoire et la prise de décision qui est complètement à l'autre bout, qui ne comprennent pas nécessairement la réalité de toutes les petites municipalités autour de ce qui était le CLSC. Et donc, on s'attend à ce que les gens puissent venir au CLSC demander la vaccination. Personnes âgées qui doivent venir se faire vacciner pour la grippe. C'était totalement impossible dans ce milieu-là. Mais le fait qu'on a centralisé est venu mettre en évidence cette problématique-là au niveau du transport. Bref, la création des CIS, même si on ne valorise pas là, avec les CIS et les CIUS la concertation locale, on est beaucoup plus dans des instances régionales. Paradoxalement, ce que c'est venu, c'est faire ressortir ce besoin criant-là de se concerter sur le plan local. Puis en même temps, ce que les gens nous disent, c'est oui, mais les municipalités, eux autres, par contre, on leur dit de rester très, très local puis de s'impliquer dans les structures locales. Fait que là, on ne sait plus très bien sur quel pied danser. Puis pour les organismes communautaires, tout ce qui fait partie du tiers secteur, comme je le définissais tantôt, on sent qu'on a un rôle à jouer dans tout ça, mais on ne sait pas très bien c'est quoi le rôle qu'on peut jouer. Un, parce qu'il n'est pas défini clairement, mais aussi parce que les ressources de ces groupes-là sont insuffisantes. Et il y a une sursollicitation. Donc, on les sollicite pour participer à plusieurs endroits, sans nécessairement toujours savoir c'est quoi l'objectif de cette participation-là, puis sans avoir nécessairement les moyens de le faire. Donc, ce qu'on constate, c'est que le leadership ne vient plus des CIUS, puis on sent le besoin d'un leadership politique. Il est nommé de plus en plus clairement. On renvoie au rôle des municipalités, des MRC en milieu rural, mais eux-mêmes ne savent pas nécessairement par quel bout le prendre, ce leadership-là. Donc, il devient beaucoup plus diffus. J'y arrive, Geneviève.
Donc, on arrive à la discussion. C'était pour les résultats. Donc, devant toutes les contraintes avec lesquelles les organismes qui font partie de des concertations qu'on a étudiées, devant ça, ils vont adopter des pratiques silencieuses, soit de résistance ou carrément délinquantes, pour mettre en œuvre leur vision de l'intervention, de ce qu'ils aimeraient voir offrir ou développer dans leur milieu. Et ces pratiques-là sont discutées à travers les tables de concertation. Donc, il y a comme un monde un peu parallèle qui s'installe dans les mécanismes de concertation. Et deux des tables qu'on a rencontrées, dans le fond, les seuls représentants du réseau étaient des organisateurs communautaires, donc on n'avait pas de décideurs qui faisaient partie de la table de concertation, fait que leur pouvoir de changer des choses sur le plan institutionnel était beaucoup moins grand. Donc, j'avais presque fini. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une... excuse-moi, je suis toute stressée. Donc, face à toute cette centralisation-là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le besoin de proximité est très important. Les notions de développement local sont encore tout à fait là, mais on a de la difficulté à assumer un leadership qui va dans ce sens-là. Donc, la notion d'innovation, on n'est pas encore tout à fait là. Hein? On est en chemin, mais c'est encore un travail de bricolage qu'on voit, entre autres par la venue de différentes philanthropies qui vont soutenir ça. Donc, si je conclus, l'analyse des données nous a permis de voir que la réforme en santé et services sociaux avait mis la table quand même pour davantage de concertation et d'actions de partenariat. La dernière réforme en santé est venue ébranler ces structures-là, mais le processus d'adaptation est toujours en cours et ce sera pertinent de l'étudier dans un futur projet. Mais le travail en réseau demeure, mais on déploie des nouvelles stratégies, plus ou moins à cette étape-ci. On voit qu'il va s'en créer à travers, entre autres, probablement les pratiques silencieuses et de délinquance que je vous nommais. J'ai des beaux exemples si vous voulez me questionner là-dessus. Je ne vous les donnerai pas là. Mais bref, les termes de concertation servent présentement beaucoup comme des zones de temporisation pour, entre autres, ventiler, puis nommer qu'est-ce qui se passe, puis essayer de définir des nouvelles façons de faire. Donc, merci de m'avoir laissé terminer. Bon, c'est sûr que se concerter, c'est toujours plus long, c'est toujours plus plate, c'est toujours compliqué. Arriver à des résultats, des fois, il faut que tu t'ostines. Tu as des gens qui sont assis autour de la table, ils ont des agendas. Il y en a qui sont assis autour de la table, ils viennent s'asseoir parce que leur boss leur a dit « Tu vas t'asseoir là, il y a une chaise libre qui appartient à notre institution, il faut t'asseoir là. » Donc, se concerter, c'est pas facile à faire. Et pour moi, puis j'en ai vu de la concertation dans ma vie, j'ai vu le meilleur et le pire, je vous le garantis. Et tout dépend de qui est assis autour de la table. Et là, je peux vous en donner des bels exemples, des beaux exemples, mais je vais y aller plus rapidement. Les acteurs qui se déplacent aux tables de concertation et qui sont motivés habituellement, c'est qui ont un problème sur les bras qu'ils veulent régler, ou il y a autour de la table de concertation ou sur la table de concertation un incitatif financier qui va faire en sorte qu'ils vont aller s'asseoir autour de la table pour chercher les sous, pour faire des choses, pour régler le problème qu'ils ont sur les bras. Sinon, ceux qui s'assoient autour d'une table pour se concerter, puis il y en a qui le font malheureusement, une fois par mois, le mercredi à 2 heures, on vient s'asseoir. Hein? Paul Arcand appelle ça des tables de conversation. Tout a appelé ça des tables de... Tu en avais un autre, hein? Des tables de conservation. Tu te conserves autour de la table. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font en sorte que tu t'assois autour d'une table, mais les agendas des gens sont toujours très différents. Et c'est ce qui fait qu'il y a des tables plus dynamiques que d'autres. Ce que je veux apporter aussi comme élément au niveau de la concertation, c'est que, étonnamment,
pourtant, moi, j'ai passé ma vie à travailler dans cet établissement, qui a passé sa vie à se fusionner avec d'autres. Hein? Puis le CIUS n'est qu'une autre étape de la prochaine fois qu'on va se fusionner avec je ne sais pas quelle autre structure. Mais je peux vous dire que l'organisateur communautaire, appelez-le comme vous voulez, là, du CLSC, du C3S, du CIUS, ça a été, en général, dans les concertations locales, l'élément le plus stable de la concertation. C'est-à-dire que lui, il ne se déplace pas parce qu'il travaille pour son CIUS, puis il ne peut pas se faire muter, lui, dans Pointe-Saint-Charles ou ailleurs, comme une direction d'école que tu as, ou tu as créé un bon nid qu'une direction d'école, oups, l'année d'après, elle s'en va être directrice dans un autre quartier. Là, tu perds. Tu perds ton allié, tu perds ton partenaire. Ou la Ville de Montréal, eux autres, ils décident, eux autres aussi, la Ville, c'est la grandeur de la Ville, fait qu'ils se déplacent. Fait que toi, l'organisateur communautaire, puis dans les groupes communautaires, on le sait très bien, et il y a des rares exceptions, comme Marie-Léna, qui est assise ici, qui est là depuis toujours, mais en général, dans le milieu communautaire, il y a une bonne mouvance aussi. Ça bouge, les directions, tout ça. Donc, finalement, ça fait en sorte que l'organisateur communautaire est l'élément le plus stable de la table de concertation. Et, comme tu expliquais bien, tu n'es pas décideur. Tu es organisateur communautaire. Et ce que je peux reprocher aux fusions d'une année à l'autre, c'est que d'une décennie à l'autre, on a de moins en moins de pouvoir, les organisateurs communautaires. Avant, on avait au moins le pouvoir d'être membre des conseils d'administration des tables. On avait une certaine pointe pour faire quelque chose. Là, maintenant, on est des acteurs puis on occupe une chaise, comme tout le monde. Et quand ils se décident quelque chose, bien, tu ne peux pas rien décider. Il faut que tu montes en haut. Puis en haut, c'est haut. Puis là, c'est long. Fait que là, finalement, les actions sont très longues à se développer. Donc là-dessus, moi, je trouve que le fait qu'on soit fusionné, ça nous donne aussi un autre élément que je trouve qui va devenir problématique, c'est toute la notion de proximité. Parce que là, évidemment, on se questionne, quand tu étais un organisateur communautaire de CLSC, bien, ta table de concertation, c'était le territoire du CLSC, puis c'était facile, parce que tu connaissais tous les acteurs qui étaient là, et bon, là, puis on n'est pas les seuls, c'est arrivé à d'autres structures, mais les fusions viennent amener un petit peu d'insécurité parce que tu ne sais plus finalement si ton réseau local de services, c'est encore ton territoire de CLSC de référence ou ça va devenir un petit peu plus grand ou si finalement, comme tu es un spécialiste en jeunesse, bien, tu pourrais faire toutes les tables de concertation jeunesse de ton CIUS, parce que ton expertise, c'est plus le travail de proximité, puis c'est plus le territoire en question, c'est la problématique ou c'est la clientèle. Fait que là, ben, moi, je trouve que cet élément-là, c'est un enjeu important. L'autre élément que je veux souligner, c'est que quand on envoie tout le temps des organisateurs communautaires siéger sur des tables de concertation, c'est beau, on représente l'établissement, on a une connaissance assez large de ce qui se passe, mais on n'est jamais dans le pointu, on n'est jamais dans l'intervention pure, on n'est jamais aussi bon que si un chef de programme était là d'une clientèle X, d'une problématique X, et souvent, on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils pour que les informations qui se discutent autour des tables de concertation se rendent auprès des intervenants. Et c'est ça que je trouve dommage, et c'est pas juste nous qui avons le problème. Là. Quand la directrice d'école vient s'asseoir autour d'une table de concertation, je ne suis pas sûr qu'elle donne l'information à son corps enseignant, puis le gars de la ville, même chose avec ses animateurs de camp de jour, ou je ne sais pas quoi. Donc, en bout de ligne, les gens sont assis autour de la table, ils discutent, ils ont parfois des projets, mais rarement les informations se rendent là où il faudrait qu'elles se rendent. Et là-dessus, il faudrait penser à des structures de concertation qui feraient en sorte que les intervenants puissent eux aussi avoir accès, se connaître, parce que l'enjeu, je pense, majeur de la concertation, puis la réussite de la concertation, c'est quand plus les gens vont se connaître, plus les mécanismes de référence vont être faciles parce que je connais tel intervenant, plus la clientèle va en profiter et va en bénéficier. Mais c'est sûr que c'est difficile, c'est compliqué, puis c'est long se concerter, mais c'est tellement bon quand ça marche. C'est tellement efficace. L'autre élément aussi que je veux apporter, c'est les concertations ne sont pas financées. Donc, c'est pas compliqué. La seule concertation que je connais, moi, qui est financée d'un point de vue local,
c'est les tables de quartier. Les tables de concertation intersectorielle multiréseau, ils ont une permanence. Ça permet donc au quartier de s'organiser une concertation sans que l'organisateur communautaire du CIUS ou le conseiller en développement social de la ville ait à s'en mêler parce que la structure est autonome. Par contre, dès qu'on part dans des tables de concertation plus spécifiques, jeunesse, aînés, santé mentale, sécurité alimentaire, tout ça, il n'y a aucune organisation qui est payée pour faire de la pour leader la concertation, pour convoquer les gens, pour écrire les procès-verbaux, donc il n'y a pas de gens à qui ça appartient, ça, la gestion de la concertation sectorielle. Donc, ça revient en général dans le cours du CLSC, pour la bonne raison que c'est dans l'agenda aussi, c'est dans le projet clinique du CLSC, du CIUS, d'avoir des tables de concertation actives parce que ça vient répondre à des problèmes que le CIUS vit. Donc, c'est vrai que ça a toujours été l'idée par les C3S, les tables de concertation, pour la simple et bonne raison que ça venait aussi répondre à un besoin que nous, on se faisait donner par... Il faudrait répondre à tel besoin. Il n'y a pas de comptoir alimentaire, il n'y a pas de centre d'action bénévole, il n'y a pas de maison de jeunes. Et là, tu dis, OK, on va caler les partenaires, on va se réunir, puis on va s'organiser pour qu'il y en ait une maison de jeunes. Mais ça venait, beaucoup, ça venait de nous parce que les besoins, la porte d'entrée du réseau, c'est nous. Fait que les problèmes, quand ça arrive dans le territoire, là, quand ils sont nommés dans le territoire, ils arrivent où les problèmes? Ils arrivent chez nous. Puis en général, vous allez le voir, quand il y a un problème de santé publique qui arrive, bien, la police, là, elle se sent interpellée, puis là, elle va coller elle-même sa table de concertation pour régler son problème de police. T'sais, en général, c'est le même. Là, celui qui se sent interpellé, c'est lui qui l'appelle la concertation, puis c'est lui qui essaie de régler, c'est lui qui va travailler à régler le problème. Donc, les meilleures années que j'ai eues de concertation, c'est les années où tout le monde y trouvait son compte, donc où on arrivait à mettre en place des services qui venaient répondre à des besoins, les besoins idéalement de tout le monde autour de la table, et où il y avait des sous pour organiser des services. Parce que le problème, quand tu te concertes aussi, c'est que tu viens te concerter pour que le bout que toi, tu n'es pas capable de faire, il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse. Sauf que souvent, les organismes communautaires, ils n'ont pas plus les moyens que toi de le faire. Ça fait en sorte que ça ne se fait pas, sauf que à un moment donné, il y a des bailleurs de fonds qui ont réfléchi à ça, des Québec en forme de ce monde et d'autres structures de financement qui se sont dit, tiens, nous, on va donner de l'argent aux concertations, les concertations vont pouvoir développer des services. Fait qu'il y a des quartiers où ça a bien fonctionné parce que besoin il y avait et organismes pas trop financés, donc ça s'est bien passé. Mais il y a d'autres quartiers, comme vous savez, que ça s'est très mal passé parce que là, c'est comme si tu mettais un morceau de viande sur la table, tu disais, battez-vous pour aller le chercher. T'sais. Fait que c'est là que la concertation, ça peut donner aussi des résultats qui sont un peu plus difficiles. Alors, moi, l'élément que je trouve important, c'est que en concertation, si on veut faire de la concertation locale, de quartier, ça prend des décideurs. Il faut que les décideurs soient assis là. Et donc, nous, on peut être là, mais il faudrait vraiment qu'autour de la table, il y ait aussi des gens qui sont en situation de pouvoir, qui sont capables ou qui nous mandatent à aller un peu plus loin. Et je le constate que même les organismes communautaires, avec la multiplication des tables, de toutes sortes de secteurs de réseau, sont eux aussi essoufflés et ils sont plus capables de participer. Les directeurs d'organismes, à un moment donné, ils ne savent plus sur quelle table aller, puis ils envoient des intervenants qui n'ont aucun pouvoir. Fait que ça finit par faire des fois des tables de conversation qui font en sorte que c'est bien beau d'en parler, mais quand ça ne donne rien en bout de ligne, c'est un peu frustrant. C'est pas mal ce que j'avais à dire. Correct?